La France, pays des droits de l'homme et des citoyens, est considérée comme l'un des pays les plus libres du monde. Cependant, qu'en est-il? La liberté est réellement ce que l'on croit? Tout d'abord, qu'est-ce que la liberté? C'est le fait de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, où on veut. La possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté. En quoi notre liberté en tant que femme est-elle limitée? On dit souvent qu'on n'est pas libre au sens qu'on n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'on aimerait faire. Mais nos désirs, nos projets, nos volontés sont influencés par notre famille ou par notre culture. Ce qui me touche beaucoup dans ce mot liberté, c'est que je suis une femme, comme tous les autres, et autour de moi, beaucoup de filles ne sont pas libres. Dans ma culture, le conjoint doit plaire à la famille. Mon ami a rencontré un garçon, et il s'aimait beaucoup, mais les parents n'ont pas été d'accord. Ils ont dû se séparer. Ça, vous voyez, c'est aussi mon histoire. Et c'est l'histoire de plein de jeunes filles dans ce monde entier. Et tout ça parce que les familles, la culture ou la religion nous l'imposent. D'après vous, si j'ai dû sortir en mini-jupe, je suis libre de le faire? Oui. Oui, pourquoi pas? Personne ne me l'empêche. Mais il y a des conséquences, des risques que je sois agressée, mal jugée. Et c'est la faute de qui? Ben, c'est la mienne. Tout simplement parce que je suis une femme. Et je n'ai pas le droit de m'habiller comme je le souhaite, car il y aura toujours des jugements. J'ai toujours entendu ça autour de moi. Pas vous? Une copine, une femme, se fait agresser. Eh bien, c'est elle la fautive. C'est elle la coupable. Pourquoi à votre avis? Eh bien, parce qu'elle est en jupe. Ou bien parce qu'il est tard et elle devrait être couchée. Ou parce qu'elle est trop maquillée. Ou tout simplement parce que c'est une femme et que les femmes attirent les hommes. Prenons notre exemple. Pourquoi les femmes ne sont pas libres? Vous savez que nous avons une diversité culturelle et que dans certaines cultures, les femmes sont pointées du doigt. Si son mari décide de la tromper, c'est parce qu'elle a grossi comme une vache. Ne riez pas, je l'ai entendu. Si son mari est violent, c'est parce qu'elle n'a pas préparé son plat préféré, comme sa maman lui faisait, ou tout simplement parce qu'elle n'a pas fait la vaisselle. Donc ne riez pas, je l'ai entendu ça aussi. C'est qui le coupable? C'est la femme, car elle doit être soumise aux hommes. Elle n'a pas le droit de s'exprimer et c'est elle qui m'a jugée. La liberté dans le bonheur, le sentiment de vivre, la confiance en soi. Et c'est là est très important de lutter tous pour un monde plus libre, où la femme se sent libre et égale à l'homme, et qu'elle puisse exprimer ses opinions. Selon vous, qui doit réagir pour que cela change? C'est facile de juger, mais on oublie de réagir et de changer ce monde dans un monde où la femme et chaque d'entre nous se sent libres. Donc, ne riez pas, ne pleurez pas. Je l'ai entendu, je l'ai vécu. Merci. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 18 ans. Je suis dans la même classe que Myriam et je suis notamment malentendante. Alors, à vrai dire, la première question que j'avais choisie, c'était « Qu'est-ce qui vous rend heureux ?» Mais je me suis dit que, avant de répondre à cette problématique, nous devons savoir si le bonheur est un choix. Ou d'être heureux, est-ce possible? Mais qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Dimanche dernier, à la gare de Melun, j'ai revu un de mes camarades, comme vous, là, vous êtes ensemble, qui était en train de mendier, demander des cigarettes et des pièces. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et j'étais choquée. J'étais choquée, je me suis mise à pleurer. J'étais mal parce que je me suis dit que moi, je suis heureuse là où je suis. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Et lui a seulement 20 ans, comme moi. Il est en train de mendier, alors qu'on a grandi ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi le sujet « Le bonheur est-il un choix ?» Alors vous devez savoir que le choix est le vecteur de notre bonheur. Comme j'ai fait le choix d'être devant vous, je fais aussi le choix d'être heureuse. On peut être heureux en mangeant du chocolat, en allant voir un concert de sa star préférée, en pratiquant sa passion, ou même être au monde un enfant. Comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. Le bonheur, on le crée soi-même. Chacun d'entre nous avons la capacité de le faire. C'est peut-être difficile à croire, hein, et pourtant. Le bonheur est un état durable de satisfaction et de sérénité, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le bonheur va surgir d'ailleurs et lui tomber dessus éternellement. Et si cela n'arrive pas, ils se sentent tristes, malheureux, voire même abandonnés. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? Ce n'est sûrement pas la richesse et la fortune qui peuvent nous rendre heureux. Mais la famille, la santé et les amis sont les facteurs les plus importants pour notre bonheur. Maintenant, nous croyons que nous allons enfin être heureux une fois que les circonstances de nos vies se seront améliorées, que les problèmes financiers, etc. Alors que non. Je vais te prouver le contraire. Maintenant, je t'invite à regarder une personne à côté de toi. Juste ton voisin. Allez, je vous... Allez, regardons-nous, là, les filles. Et voilà, tu te mets à rigoler. Regarde, tu te mets à rigoler. Pourquoi? Parce que c'est cela le bonheur. Maintenant, tu peux te dire que juste voir la personne à côté de toi peut te procurer un bonheur instinctif. Voilà, t'es à ton proche. Voilà, il y a tes amis, tu te sens bien. Clairement. Maintenant, moi, pour ma part, lorsque ces facteurs ne sont pas suffisants, je me mets à faire de la photo. Alors la photo, ça me permet de me laisser guider par mes émotions, par mes envies. C'est un outil qui me permet d'avoir confiance en moi, car je suis maître de mon appareil comme je suis maître de mon bonheur. Maintenant, vous devez savoir que les mauvaises circonstances de vos vies ne doivent pas être un frein pour vous, car si vous les vivez aujourd'hui, c'est clairement que vous êtes capable de les surmonter. Maintenant, comme disait Christophe Maé, il est où le bonheur? Il est où? Eh bien, il est là. Le bonheur est plus proche que tu ne le penses. C'est peut-être difficile à croire. Il ne se trouve pas forcément derrière un iPhone ou la dernière paire de chaussures qu'on a tous à nos pieds. Ce sont des choses juste matérielles. Alors que te lever le matin, avoir le souffle de vie, pouvoir marcher, c'est ça le bonheur. Maintenant, je vous invite juste quelques instants à prendre du recul dans vos vies et regarder seulement les côtés positifs. Mais n'es-tu pas heureux? Ton existence est un bonheur pour ton entourage. L'exercice de regarder son voisin était juste pour te montrer que, de manière générale, avoir un de tes proches près de toi, ou ton professeur qui te met des mauvaises notes, ou le proviseur qui, à 8h03, nous met dehors, sachez que c'est quand même un bonheur. Parce qu'il établit des règles. Il établit juste pour nous plus tard. Et ça, c'est quand même le bonheur. Donc, c'est sûr qu'on préfère le voir près de nous que le voir absent. Mais sachez que même avant de mourir, les personnes vous procurent quand même du bonheur. Ils vous disent de profiter de votre vie. Ils vous disent de croquer la vie à pleines dents. Pour ma part, moi, je travaillais pendant quelques années aux urgences à Melun. Et chaque personne que j'allais voir qui était entre la vie et la mort me disait « Myriam, tu es jeune, profite de la vie ». Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser carrément la question, est-ce que vous voulez vraiment être heureux? Oui. Ah oui. Non, Oui. j'ai mal entendu en fait. Est-ce que vous voulez vraiment être heureux? Oui. Donc si la réponse est oui, je vous invite tous à vous lever. Allez, stand up, là. Allez, debout. Lorsque je vous dis de vous lever, clairement, c'est pour que vous preniez conscience que le bonheur, ne vient pas lorsque vous y pensez, mais c'est seulement en agissant. Et pour finir, vous devez savoir que le seul maître de ton bonheur, c'est toi. En fait, risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. C'est risquer d'être fier de soi. C'est risquer d'être heureux. Et même de réussir. Tout le monde a le talent de réussir. Il faut simplement partir du principe que pour réussir, tu as besoin d'échouer. Tu as besoin de tomber pour te relever. Tu as besoin de faire des erreurs pour grandir. Grandir. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu étais petit, est-ce que tu te rappelles le nombre de fois où tu es tombé? Est-ce que tu te rappelles le nombre de fois où tu as essayé de marcher à quatre pattes? Regarde-toi. Aujourd'hui, tu marches, tu cours. Tu es tombé un nombre incalculable de fois. Et c'est ce qui fait de toi aujourd'hui une personne
qui se tient droite. Regardez, Michael Jordan. Après avoir été rejeté de l'équipe de basketball de son lycée, il s'est enfermé dans sa chambre et il a pleuré, pleuré. Aujourd'hui, 6 fois champion de la NBA, 5 fois All-Star de la NBA et j'en passe. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde de basketball de tous les temps. Comme quoi, avec l'échec, on peut signer des chèques. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où vous êtes tombé. L'échec signifie que vous n'avez pas encore trouvé la réussite. Alors, l'échec, c'est une belle chose quand on en sait en tirer parti. Alors, je vous dis, échouez. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce qu'aujourd'hui, vous allez tendre l'oreille et écouter ce que je vais dire. J'aimerais m'excuser d'ailleurs, car je vais un peu bafouiller, car je n'ai pas l'habitude de parler en mode soutenu. Lorsque nous cherchons dans le dictionnaire le mot liberté, voici la définition que le dictionnaire nous donne. La liberté est la possibilité de pouvoir agir selon sa personne, selon sa propre volonté, dans le cadre d'un système politique ou social, dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cette liberté, car cette liberté est limitée à une définition. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vraie liberté. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté de pouvoir faire ce que bon nous semble, ce que vous et moi voulons faire, même si ce vouloir est négatif ou positif. Si aujourd'hui, regardez, si aujourd'hui je veux courir, si aujourd'hui je veux crier, si aujourd'hui, je vais vous tirer la langue, qui de vous me l'interdira? Qui de vous me dira que je n'ai pas le droit de faire cela? Car en effet, mesdames et messieurs, que notre décision soit bonne ou mauvaise, la liberté, nous l'avons chacun. Chacun de vous décide qu'est-ce que la liberté. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 2 informations. Pas une, non, 2. La première, c'est que toute liberté a ses conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si aujourd'hui, je veux calomnier mon meilleur ami, quelle sera la conséquence? Qu'il ne me fera plus confiance. Si aujourd'hui je veux mentir à ma mère, quelle sera la conséquence? Je serai puni. Si aujourd'hui je veux parler mal à mon père, j'aurai une bonne discipline. Exactement. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que nous faisons a une conséquence. La deuxième information que je veux vous donner, c'est que toute liberté excessive peut nuire à la liberté de l'autre. Nous tous connaissons le proverbe qui dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Si aujourd'hui même me prend l'envie de ôter la vie à quelqu'un, si aujourd'hui je veux commettre un homicide, si aujourd'hui je veux dérober quelque chose de précieux à quelqu'un, je vous pose cette question. Qui de vous me l'interdira? Ah, c'est bien. Je vais vous dire quelque chose. S'il y aurait plus de personnes comme vous, cette terre serait magnifique. J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous me direz que la loi nous impose des règles, vous me direz que la société aussi nous impose des règles. Comme par exemple, comme l'exemple que j'ai donné, si je tue quelqu'un, j'irai en prison. La société nous dit que si, comme ce que je viens de faire, sauter, crier, tirer la langue, la société des règles nous dit que je serai critiqué. Mais en vérité, qui de vous me l'interdira? Et tout ce que je suis en train de dire me fait rappeler quelque chose. Me rappelle un merveilleux passage de la Bible qui dit « Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne me conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai point assujetti sous la puissance d'aucune chose. » Ce verset merveilleux, qu'est-ce qu'il nous dit? Que je suis libre de faire ce que bon nous semble, mais que certaines choses peuvent être nocives pour notre corps et même pour les autres. J'aimerais, pour terminer, vous dire, on m'a demandé si nous sommes réellement libres. Et je le dis haut et fort, oui, nous sommes libres. Mais ceci n'est pas la vraie question.
La vraie question est, sommes-nous réellement libres lorsque nous sommes assujettis à la puissance de notre liberté? Devrions-nous nous méfier des uns des autres? Telle est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ici, mes chers camarades. Actuellement, nous vivons dans une société où il n'est pas banal de se faire trahir par autrui. Qui parmi nous ne s'est jamais fait trahir par une personne de confiance? Qui? Personne. À présent, dites-moi qui parmi nous s'est déjà fait trahir par une personne en qui nous avons placé notre confiance? Levez la main s'il vous plaît. Vous voyez par vous-même, la majorité d'entre nous a connu la trahison d'une personne de confiance. La confiance. Voilà ici une notion intéressante. Le fait de se fier à quelqu'un est le remède à cette méfiance qui cohabite avec notre esprit. Notre confiance ne se donne pas à n'importe qui. Elle se mérite. C'est une récompense, une marque d'affection. Si toi, je te donne ma confiance, alors tu peux être sûr que tu comptes à mes yeux. Néanmoins, lorsque cette personne trahit cette confiance, alors c'est à ce moment précis que naît la méfiance. Compliqué à comprendre, non? Cette peur de se faire trahir à nouveau est comme un mauvais rêve qui se répète chaque nuit. L'angoisse, l'anxiété que l'on ressent. Nous ne voulons plus que cela se reproduise. Alors on doute, on se méfie des uns des autres et on ne donne plus notre confiance à qui que ce soit. Prenons maintenant l'exemple du chien. Un chien donnera sa confiance à son maître lorsqu'il recevra un amour sincère de sa part. L'amour. Parlons de l'amour conjugal. La confiance est la base d'une relation. Celle-ci s'obtient par des actes et non des paroles. Parmi vous, il y en a sûrement des beaux parleurs. Ceux qui ont déjà sorti de belles phrases à de belles filles. Les disquettes, ça vous connaît, n'est-ce pas, hein, les garçons? Ah ouais. Malgré tout, il existe, et je dis bien, il existe une confiance que l'on donne aveuglément. Mon premier est la première personne que l'on voit. Mon second me comble d'amour. Mon troisième est doté d'une force inépuisable. Mon tout est la personne pour qui je donnerai tout. Qui suis-je? À votre avis? La famille. La mère. Exactement. Je suis une mère. Pour finir, mon avis est partagé sur ce questionnement. Alors il est bon d'obtenir la confiance, mais il est aussi mauvais de la perdre. Ceci engendre la peine, la déception, ou voire encore des dégoûts. C'est pour cette raison, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Donnez-la aux bonnes personnes et celle-ci survivra. Comme dirait Anne Baratin, notre confiance a beau recevoir des balafres de tous côtés, elle ose encore. Pour Merci. moi, il y a une différence entre la liberté et la réelle liberté. D'après les déclarations de droits de l'homme et du citoyen, article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qu'on veut, sauf ce qui nuit à autrui. Pour moi, la liberté, c'est n'appartenir à personne, faire ce que l'on veut, mais ne pas être maître et avoir le pouvoir absolu sur ses décisions. La réelle liberté, c'est refuser les lois, les règles, les pouvoirs, la domination et les principes et créer ses propres règles sans être puni par la loi, par les parents ou par les profs. Vous l'avez compris, pour moi, nous ne sommes pas réellement libres. Et pourquoi ne suis-je pas réellement libre? En France, il y a des lois qu'on doit respecter. Et dans la devise française, nous entendons le mot liberté. Donc je suis une Française libre, mais je dois respecter des règles contradictoires. Et pourquoi je suis là? De base, je ne suis pas là. Je ne serais pas là en train de vous faire un discours sur la liberté. Non, je serais plutôt en train de manger un tacos avec ma copine parce qu'elle m'en doit un. Mais je suis là parce que la loi du 28 mars 1882 dit que l'école est obligatoire. Obligatoire. Liberté obligatoire. Imaginez 2 secondes, vivre dans un monde où nous retirons toutes les règles, où faites ce que vous voulez. Le rêve. Mais les individus peuvent-ils être égaux dans un système sans foi ni loi? Non. Les lois servent à maintenir une société correctement et à éviter les débordements. Sans elles, le monde serait un chaos total. Et en favorisant sa propre liberté, n'est-ce pas condamner la société, l'existence d'autrui et la vie en communauté? Si. En favorisant ma propre liberté, je condamne la vôtre. En conclusion,
Non, nous ne sommes pas réellement libres parce que nous devons respecter des lois et respecter les punitions quand on enfreint les lois. Et nous ne serons jamais réellement libres parce que sans loi, rien n'a de valeur. Je suis ici pour passer un message à tous, et si ce ne serait qu'une seule personne ait pu ancrer en lui la morale de mes mots et use de celle-ci pour évoluer, alors ma présence ici ne serait ni vaine pour vous, ni pour moi. Pour moi, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'échec est toujours utile, mais de savoir pourquoi il est vraiment nécessaire. L'homme est doté d'une intelligence lui permettant de différencier le bien du mal, et ainsi de faire d'un mal un bien. Selon moi, l'échec est nécessaire. À lui seul nous permet de passer de banal à idéal, de faire de cet échec une leçon qui nous rendra inlassablement plus forts, plus confiants et plus stupéfiants dans chaque objectif de notre vie. Il y a 3 personnes qui affrontent l'échec. Celui qui tombe mais décide de ne pas se relever, celui qui tombe et qui se relève nonchalamment, celui qui tombe mais se pose la question de pourquoi est-il tombé et comment ne plus retomber. Mettons cet exemple dans son contexte. Celui qui tombe mais ne se relève pas et ait peur de retomber de nouveau n'avancera sûrement jamais. Celui qui tombe mais se relève sans comprendre le pourquoi du comment, ne cessera de tomber sans même pouvoir y échapper. Celui qui tombe mais se relève en se posant la question de pourquoi est-il tombé ne cessera d'avancer en tombant le moins possible à chaque fois. Pourquoi? La raison est simple. Imaginons que je tombe car je n'ai pas fait mes lacets. La prochaine fois, je ferai mes lacets pour plus tomber. Ou encore, imaginons que cette fois je tombe dans un trou. La prochaine fois, j'observerai plus là où je marche pour ne plus tomber. Alors d'après vous, qui est celui qui avance le mieux? Celui qui choisit de ne pas se relever? Celui qui se relève sans même comprendre pourquoi il est tombé, ou celui qui fait de chaque chute une erreur à éviter. L'échec est alors une réussite lorsqu'on choisit de faire de lui un apprentissage. Et le cher public, selon vous, serait-ce une coïncidence si je vous disais que les plus célèbres d'aujourd'hui ont eu l'échec comme quotidien? Prenons par exemple le parcours de Walt Disney, qui s'est fait renvoyer par le rédacteur en chef d'un journal parce qu'il manquait selon lui d'imagination et n'avait pas de bonnes idées, mais qui aujourd'hui est connu de tous. Harlan David, qui s'est fait renvoyer d'une douzaine de postes avant de fonder un restaurant à succès, KFC, ou encore le parcours de Thomas Edison, qui depuis son enfance ne cessait de se faire surnommer le brouillon de la part de ses professeurs, qui trouvaient qu'ils étaient selon eux trop bêtes pour apprendre quoi que ce soit. Et dire que ses professeurs étaient tellement déplacés envers lui que sa mère a dû le déscolariser. Cependant, cela n'a pas empêché ce jeune homme de tenir plus de 1000 brevets et d'inventer des appareils qui ont changé le monde, tels que l'ampoule électrique ou la caméra. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur. Le bonheur est un état de plénitude et de satisfaction d'où la souffrance, l'inquiétude ou encore le stress sont absents. J'estime que tout le monde aspire au bonheur. Certaines personnes ont trouvé le bonheur sans ménager aucun effort. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que le bonheur est toujours à notre portée. Le bonheur est-il un choix? À mon sens, oui, le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix car le bonheur ne vient pas à nous, mais nous allons chercher le bonheur. Le cas des migrants, par exemple. La guerre, la famine et parfois les catastrophes naturelles peuvent transformer un quotidien en un véritable enfer. Certaines personnes décident alors de quitter leur pays d'origine en risquant leur vie, en traversant des océans, des fleuves, des mers, avec des moyens de transport inappropriés. Certains meurent pendant les trajets à cause du manque de nourriture ou encore de mauvaises conditions de vie. Ou d'autres abandonnent parfois leur famille pour migrer vers des pays étrangers comme la France. Ils ne veulent pas périr dans la souffrance. Donc pour être heureux, ils ont choisi de migrer vers des pays étrangers parce qu'ils espèrent un avenir meilleur, puisque dans leur pays c'est impossible, et donc retrouver le bonheur qu'ils ont perdu. Nous menons donc des actions pour accéder au bonheur. Ainsi, nous pouvons constater que les hommes fournissent des efforts pour être heureux. Mais si nous restions sédentaires, inactifs, dans le cas général, nous ne trouvons pas le bonheur. S'il faut tenir compte du fait de mener des actions, je définis alors que le travail est comme une passerelle fondamentale pour être heureux. Je considère donc que le travail et le bonheur constituent un duo inséparable. Nous parlons souvent d'échecs, de défaites, de capotage, d'insuccès, de déconvenus. Mais connaissons-nous réellement le sens de ces mots? Connaissons-nous la véritable raison d'un échec? Nous interprétons tous ces synonymes comme étant néfastes à notre réussite. Nous sommes souvent découragés lorsque plusieurs déconvenus s'abattent malencontreusement sur nous. Est-ce une malédiction, de la malchance, le destin, un châtiment?
une punition. Un échec est-il automatiquement un malheur? Quand nous parlons de défaite, nous parlons aussi de victoire, de réussite, de consécration, de succès et parfois même de triomphe. Pourquoi est-ce qu'à l'oreille, ces mots sonnent si bien et apparaissent dans nos têtes comme olympiens? Bien sûr, quand on parle d'échec et de victoire, nous parlons aussi de bataille, mais une bataille n'est-elle pas semée d'embûches? Connaissez-vous l'expression « Nous avons peut-être perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre ». Pensez-vous que cette expression a été inventée au hasard? L'échec est une chance. Nous en avons besoin. Il nous est vital. Il est redouté, mais nous est indispensable. Sans échec, où allons-nous? Comment pouvons-nous connaître de beaux et majestueux triomphes si l'on ne connaît même pas la défaite? Non. Nous n'avons pas besoin d'un échec pour connaître une victoire. Nous avons besoin d'autant de déconvenues qu'il en faudra pour connaître une belle consécration dans notre vie. L'échec est un mauvais souvenir, mais une bonne leçon. L'échec est un revers du passé. Il nous rappelle, nous prévient, il nous protège pour ne pas échouer une seconde fois. La liste de nos échecs pour une seule victoire est interminable. Et ceux qui prétendent n'avoir jamais échoué ne sont que hypocrites, menteurs et trompeurs envers vous et envers eux-mêmes. Tout d'abord, qu'est-ce que l'échec? L'échec, c'est le résultat d'une action qui n'a pas abouti. Parfois ou souvent, les choses, elles ne se passent pas comme l'on voudrait. Rien ne va plus, il n'y a plus rien qui ne nous motive. Nous n'avons plus la force de nous battre. Et parfois, nous avons besoin d'une personne que nous considérons comme un pilier afin qu'elle puisse nous épauler. Mais malheureusement, cette personne, elle n'est pas toujours là pour nous. Bien sûr, il y a des échecs dont nous ne nous relevons pas, auxquels nous avons le malheur de nous identifier. Nous nous disons « je suis un raté », nous n'avons plus confiance en nous, nous avons une mauvaise image de nous-mêmes. Par exemple, prenons le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est accepter de prendre des risques, de construire une stratégie, d'anticiper les coups de l'adversaire, mais c'est aussi d'accepter l'éventualité d'une défaite, donc avoir confiance que nous pouvons échouer. Échec et mat. L'échec, la réussite, elle n'est rien sans l'échec. Pourquoi? Moi, j'ai un ami, il n'a pas eu son bac. Depuis, il a fait que des contrats d'intérim en intérim. Finalement, il a passé sa formation et il a eu son diplôme. Donc pour lui, la réussite, elle a été encore plus grande, encore plus merveilleuse, car il a eu son diplôme, mais après plusieurs échecs. Tandis qu'une personne qui réussit sa formation du premier coup, certes, elle sera fière d'elle, car elle a eu sa formation, mais la réussite, elle ne sera pas la même que quelqu'un qui a vraiment et beaucoup échoué. L'échec, c'est d'un côté un point positif, il faut le voir comme une deuxième chance, car de l'échec, on peut arriver à la réussite. Donc même si vous avez connu de nombreux échecs dans votre vie, n'abandonnez pas. Et le plus gros échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Cette phrase, bien sûr, n'est pas de moi, mais de l'abbé Pierre. Chaque personne d'entre nous est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a 3 raisons pour lesquelles on doit se méfier les uns des autres. Pourquoi doit-on se méfier les uns des autres? Parce que... voilà, excusez-moi. Prenons un exemple. Vas-y, Sarah. Pourquoi doit-on se méfier les uns des autres? Je vais vous donner un exemple. Si je rencontre quelqu'un, je ne vais pas me méfier de lui, mais je vais non plus lui faire confiance, parce que je ne connais pas son côté obscur. Mais lorsque l'autre commence à chercher à obtenir quelque chose de moi, c'est là où je dois m'inquiéter. Alors, pourquoi devons-nous se méfier les uns des autres? Parce que lorsqu'on fait confiance à un ami, on lui confie un secret. Qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas me trahir? Qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas aller répéter mon secret à d'autres? Qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas me contrôler avec ce secret? Donc, n'a-t-il pas un pouvoir ou un contrôle sur moi? Vous imaginez, même des fois, même de proches peuvent nous faire du mal. Le bonheur est un choix. Le bonheur fait partie de notre vie, mais par contre, on le crée soi-même. C'est nous qui choisissons d'être heureux. Presque tout le monde est à la recherche du bonheur, comme s'il était caché quelque part. Tout le monde a une même destination,
le bonheur qu'ils essaient d'atteindre au cours de leur vie. Certaines personnes essayent de le trouver par l'argent et d'autres personnes par d'autres moyens. Le bonheur est un sentiment qui vient lorsque nos attentes, nos désirs viennent d'être en réalité. Il représente un état d'équilibre qui dure dans le temps. Par exemple, après le jour, il y a toujours la nuit, ou encore, après la joie, il y a toujours la tristesse pour équilibrer la vie. Le bonheur est une forme de satisfaction. Nous savons très bien qu'un être humain n'est jamais satisfait de tout ce qu'il a fait au cours de sa vie. S'il a un vélo, il aura un désir d'avoir une moto, puis une voiture, ensuite un avion. Et ça continuera jusqu'à la fin de sa vie. L'échec, c'est ne pas atteindre son objectif au moment voulu. Exemple, rater son bac, c'est un échec. L'échec, c'est aussi le contraire du succès. On ne peut pas être parfait. Tout réussir sans se rater est impossible. Mais vraiment. Moi, par exemple, je fais des tas d'erreurs, et pourtant, je reste optimiste. Je prends les choses du bon côté. Malgré toutes les nombreuses critiques que l'on me reproche. Car c'est en apprenant de ses erreurs qu'on devient encore plus fort. L'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Flash info. Une femme a trouvé le bonheur. Dans une tablette de chocolat Wonka, après avoir décortiqué 2 millions et plein de zéros, Madame Hector l'a trouvé. Le bonheur. Très convoité par le monde entier, le bonheur a été trouvé. Madame Hector, avez-vous un mot à dire à nos téléspectateurs? Ne lâchez pas l'affaire. Si vous voulez le trouver, vous le trouverez. Tout de suite, la suite du programme. Les experts sont d'accord. D'accord pour nous dire que le bonheur dépend de nous. Alors, nous, flemmards, nous chercheurs du bonheur, nous dépressifs, nous flemmards qui attendons que les choses viennent à nous. Le bonheur dépend de nous. Alors, bougez-vous. Bougeons-nous pour le trouver, puisqu'on le veut. Affirmatif. Pensez-vous vraiment que, par exemple, arrêter l'école car nous avons la flemme de nous lever le matin ou que nous avons des mauvaises notes et que cela nous saoule n'est pas renoncer? Pensez-vous vraiment que baisser les bras quand nous affrontons une épreuve difficile n'est pas renoncer? Bien sûr que si. Renoncer, c'est décrocher face à la situation qui nous fait face aux difficultés et aux épreuves qui nous sont mises sur nos chemins. Voilà comment j'appelle ceci. Et personne ne pourra me dire le contraire. Vous comme moi, nous le savons pertinemment. Nous savons tous et toutes que nous pourrons faire face et affronter chaque difficulté, car chaque difficulté est une épreuve que l'on nous met sur nos chemins. Car quand on veut, on peut, comme le dit le dicton, n'est-ce pas? Et si et seulement si nous avons la volonté et que nous nous donnons les moyens de l'obtenir, aucune épreuve ne pourra nous faire renoncer ou bien même nous affaiblir. Car ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et vous qui écoutez mon discours, je sais pertinemment que cette phrase vous est nullement étrangère, n'est-ce pas? Car comme je le sais, vous le savez, nous le pourrons. Et dans le livre, et dans l'islam, Dieu a dit dans les livres du Saint-Coran, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment. Troisième place est attribuée au duo de Myriam et Mélanie. Restez face au public, vous. Et maintenant, la deuxième. Roulement de tambour.
Lilia. Mais ça dépend. Tiens, ici sur le côté, est-ce qu'on peut revenir ici? Très bien. Super. Et la première place? Et la première place, Naomi.